La première série Spider-Man a un véritable problème, une vidéo IA affole tout Hollywood. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et jeux vidéo de la semaine. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec beaucoup de mes avis aujourd'hui, mais j'ai envie d'en parler car ça va vraiment marquer un tournant majeur dans l'industrie et je pense sincèrement que beaucoup des gens vont en avoir un peu rien à faire. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une autre passion que j'ai, en plus du cinéma, c'est le voyage. J'adore voyager. C'est un truc que j'essaie de faire le plus possible quand j'ai le temps, même si vous savez que je travaille beaucoup. Mais pour l'instant, je l'ai fait que en Union Européenne, parce que c'est à côté, c'est facile de partir un week-end, et en Union Européenne, c'est aussi pratique en termes d'internet et de téléphonie. Pas besoin de changer de carte SIM, la loi européenne fait que littéralement, tu peux aller dans un pays comme l'Italie, ou la Slovaquie, ou l'Estonie, sans rien changer, tu auras quand même un abonnement téléphonique sans problème. Sauf que lorsque tu quittes l'Union Européenne, pour la majorité des fournisseurs téléphones en France, c'est compliqué. En tout cas, ça l'était avant. Dans quelques semaines, je pars pour la première fois de ma vie en Asie. Je pars en Chine, et j'ai trop hâte. Je charbonne pour vous proposer du contenu, et en même temps, j'ai un petit peu peur d'arriver en Chine avec rien. En Chine, sans internet, c'est foutu quoi, vous ne pouvez rien faire. C'est là qu'intervient Seili, le moyen le plus simple et efficace d'avoir internet à l'étranger. Seili est une application d'eSIM, super facile à utiliser. Vous allez dessus, vous prenez l'abonnement en fonction du pays en question, vous suivez les instructions, une fois arrivé dans le pays, ça s'active automatiquement et c'est bon, c'est terminé, ça prend 5 minutes. Il n'y a que des avantages, hein. C'est disponible sur iOS et Android, il y a plus de 200 pays disponibles et si vous faites des plus longs voyages dans lesquels vous allez aller dans plusieurs pays à la fois lors d'un gros road trip ou autre, pas besoin de prendre un nouvel abonnement car vous pouvez aussi prendre un forfait région. Et vous pouvez même aller plus loin avec un pass mensuel Seili Ultra si vous voyagez régulièrement ou durant de longues périodes. Vous gagnez un temps fou plutôt que de réserver une SIM physique, passer à l'aéroport, la récupérer, en même temps vous évitez les scams parce que tout est disponible sur l'application sans problème. C'est une vraie source de stress les potentielles arnaques et vous évitez aussi les hors forfaits des SIM classiques. Une fois que vous avez à l'étranger, vous vous rappelez des prix 10 € les 1 méga. Non, c'est pas possible. Avec Seili, c'est fini ça. Et même si vous n'avez pas assez de gigas, vous pouvez prendre un forfait adapté ou juste rajouter des gigas tout simplement. Seili vous prévient si vous allez dépasser. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous pouvez même cumuler des crédits Seili pour vos prochains voyages. En plus de ça, Seili vous accompagne avec une assistance 24/7 dans tout le monde. Et il y a même des bonus, bloqueur de publicité, chiffrement de vos données et protection web intégrée. Donc un grand merci à Seili de m'accompagner en Chine. Évidemment, je vous en parlerai sur les réseaux. J'ai hâte de vivre mon premier voyage en Asie et vous aussi, vous pouvez en profiter tout simplement. Vous avez 15% de réduction avec le code promo REG. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé et allez voyager. Faites-vous kiffer. Voilà, foncez sur l'offre. J'ai envie de commencer en parlant de cette vidéo IA Tom Cruise versus Brad Pitt qui affole Hollywood. Pourquoi? Car on voit Tom Cruise et Brad Pitt se battre pendant une quinzaine de secondes dans ce petit extrait. Brad Pitt qui dit des choses assez problématique, hein, pour le coup, qui parle de Jeffrey Epstein, des choses comme ça, en disant que c'est un bonhomme, mais le souci vient du fait que c'est extrêmement réaliste, quoi. De plus en plus, on se rapproche d'un truc qui fait vraiment flipper les gens, parce que la voix de Brad Pitt, elle est assez exacte, hein, c'est quasiment la même. Tom Cruise, la voix est pas parfaite, mais ses mimiques de visage et d'acting sont excellentes, et c'est 15 secondes de baston. Alors on peut critiquer la forme, on peut critiquer la qualité de la baston et ce genre de choses, mais le vrai problème, il vient du fait que littéralement, on voit plus trop la différence, quoi. De plus en plus simple de créer des choses avec l'image des acteurs, les faire dire des choses horrible de manière générale à la place de Brad Pitt. Moi je porte plainte, je sais pas comment on fait et justement ça a énervé le syndicat des acteurs à Hollywood, SAG-AFTRA, qui dit que c'est pas normal, il faut protéger les acteurs, leurs images. Normalement quand vous faites un truc comme ça, il y a évidemment quelqu'un qui vous paye. Voilà, si Brad Pitt veut donner son image à des IA, il pourrait, c'est un truc qui se fait contractuellement. Mais là, le faire jouer dans des séquences de plus en plus réalistes qui vont premièrement désinformer et ensuite faire perdre un peu de l'aura de Brad Pitt en tant que star, parce que si on le voit partout en IA, ça enlève un peu l'impact qu'il a. Pareil pour Tom Cruise, des choses comme ça. Donc ça a énervé un peu tout le monde. On utilise leur image pour se faire de l'argent sans forcément les créditer en soif, sans forcément les payer. Donc c'est vraiment du vol à l'état pur. C'est du vol qui peut faire du mal à l'image de ces acteurs, parce qu'il y a des gens qui vont croire de plus en plus à des extraits IA. Moi ça m'est arrivé de voir des extraits IA maintenant de films où je me dis ah ça c'est un extrait de tel film, il faut que je me renseigne sur le réalisateur, voir s'il a partagé un truc sur Instagram et tout. Il faut vérifier les sources, mais la majorité des gens ne vérifient pas les sources, ce qui est un problème, j'en suis bien conscient. Donc là il y a Hollywood qui met la pression parce que littéralement on fait comment lorsque l'image des acteurs est utilisée en boucle. Là, c'est 15 secondes, mais après, ça sera plus longtemps. Les créations IA vont devenir de plus en plus simples à faire, de plus en plus récurrentes un peu partout. Donc, comment vont se protéger les acteurs? Je pense que c'est un vrai problème. Déjà que les réseaux sociaux, c'est un vrai problème pour les acteurs. Alors là, des vidéos IA comme ça va être problématique. Et surtout que les gens vont s'habituer en se disant « Ah bah c'est bon, en fait, le cinéma, ça ressemble déjà à ça. C'est correct, on va faire ça en boucle partout. Ça va coûter que dalle. On prend des acteurs qu'on connaît, même si ça sera jamais en salle. » Juste le fait que ce soit sur internet, c'est un problème. Et un jour, en fait, il y aura des acteurs IA tout simplement auxquels les gens vont s'attacher, que les gens vont aimer. Donc c'est un véritable souci
Morale, éthique, ça vole encore une fois, et bah, l'image des acteurs, comment les syndicats, comment la législation va se battre contre ce genre de choses, parce qu'il n'y a pas vraiment de loi pour l'instant, ni aux États-Unis, ni en Europe concernant cela. Donc on fait comment ? Eh bien, c'est le début, on verra, ça sera tellement la décennie de l'IA, cette décennie de 2020, on va voir comment ça va évoluer. Par contre, en 2030, il y aura l'IA partout, quoi. Ça, on ne pourra pas l'affronter, c'est quasiment sûr, sauf si les gouvernements mettent en place des restrictions et des lois vraiment pour protéger les artistes. Alors, pas forcément, vous savez, les artistes d'effets spéciaux, entre guillemets, ou les artistes de plein de choses. Je parle vraiment des acteurs en soi dont l'image est volée, parce que c'est autre chose. Oui, il faut protéger d'après moi les artistes d'effets spéciaux qui vont devoir s'adapter et peut-être perdre leur métier, ce qui est toujours tragique, hein. Mais en même temps, il faut aussi protéger littéralement l'image des gens qui participent à ça. Donc comment ils vont faire, je ne sais pas, mais il faudra vraiment des réglementations parce que ça c'est pas normal, même si c'est pour rigoler. Vous allez me dire, bah Photoshop c'est pareil, il y a plein de trucs où c'est un peu pareil et tout, mais en fait c'est la facilité qui joue énormément. Tout le monde peut aller sur ce site et faire ce qu'ils veulent avec les acteurs qu'ils veulent. Disney, ils ont des contrats avec ChatGPT pour utiliser leur licence, mais les licences c'est pas pareil. Et un visage, c'est un peu différent parce que Dark Vador, c'est pas un visage, c'est un personnage avant tout. Et je crois qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser les visages des acteurs dans le contrat avec ChatGPT parce qu'un acteur, c'est pas exactement la même chose. Après, si c'est un personnage, encore une fois, la ligne de licensing et autres qui est un peu fine, ça va être un peu particulier, mais ça sera Anakin, ça sera jamais Hayden Christensen en soi parce qu'il sera toujours en tenue d'Anakin, comme on l'a vu dans les œuvres et de manière générale dans la saga. Donc à voir ce que ça va donner, comment ça va évoluer, mais en tout cas c'est assez triste, assez problématique et je trouve que c'est assez inquiétant de manière générale. Si on parle de Star Wars, il faut parler de George Lucas qui a été nommé 4e plus grand innovateur américain derrière Elon Musk, Jeff Bezos et Bill Gates. Et c'est assez fou parce que c'est le seul dans la liste, en tout cas dans le top du classement, qui vient du monde artistique. Alors oui, il a été mis en avant pour ses prouesses technologiques avec ses nombreuses entreprises d'effets spéciaux des années 70 et début des années 2000, mais c'est cool de voir en tout cas un artiste, de voir un créatif dans cette liste derrière des gens qui ont changé le monde, qu'on aime ou pas Musk, Bezos ou Bill Gates, ils ont changé le monde. C'est la vérité, c'est cool de voir quelqu'un qui était vraiment focus sur l'art, même si l'impact technologique de George Lucas est colossal évidemment, et c'est pour ça qu'il est dans cette liste. Il faut aussi parler de l'impact culturel qu'il a eu sur le monde, avec Star Wars, avec la création des blockbusters. Lui et Steven Spielberg, il a changé le monde aussi, qu'on le veuille ou non. L'impact culturel qu'il a eu, l'impact technologique a changé le monde, et je trouve que c'est bien d'avoir un créatif avant tout aussi dans une liste des plus grands innovateurs américains. Je trouve que c'est plutôt cool, c'est en plus une liste prestigieuse, donc c'est sympa d'avoir ce genre de choses. Je voulais en parler un petit peu. James Van Der Beek nous a quitté récemment. L'acteur connu pour la série Dawson est décédé d'un cancer colorectal. C'est le 2e cancer le plus cher aux États-Unis, parce que vous savez, aux États-Unis, il n'y a pas vraiment d'assurance comme on pourrait avoir en France. Il faut savoir qu'il a vendu énormément de son patrimoine, dont des objets de la série télé culte dans laquelle il a joué. Il était très bien à l'aise financièrement, mais il a quand même dû vendre énormément de choses pour payer son traitement. Sa famille reprend donc des dettes, il souffre de la perte de patrimoine. Ils ont lancé une campagne GoFundMe aux États-Unis pour essayer de faire vivre la famille avec ses 6 enfants, mine de rien. Et encore une fois, voilà, c'est un acteur qui a cartonné avec Dawson à une époque où justement jouer dans ce genre de série à carton, ça te mettait bien toute ta vie. Et mine de rien, à cause du système de santé américain, il a énormément souffert économiquement, socialement, et il est décédé à cause de ce cancer. Voilà, même les stars, même les gens qui ont cartonné, qui ont un rôle culte, qui a rapporté beaucoup d'argent, souffrent du système économique de la santé des États-Unis, et c'est très triste. Donc pensez à lui, sa famille, ses nombreux enfants aussi. C'est toujours très triste de voir quelqu'un mourir. Il avait 48 ans quand même, il était assez jeune mine de rien, donc c'est déprimant. La Berlinale, le festival allemand à Berlin, subit d'énormes polémiques. Alors c'est Wim Wenders qui est donc le président cette année, et c'est vraiment catastrophique. Pourquoi ? Parce que Wim Wenders s'est fait poser la question par un journaliste concernant la Palestine, Israël, ce genre de choses, et il a dit qu'il ne fallait pas parler politique en tant qu'artiste. Évidemment, ça a énervé tout le monde, parce que depuis quand les artistes ne parlent pas politique ? Moi j'ai toujours dit, un artiste qui ne veut pas parler politique, c'est ok, ça ne me dérange pas. Mais dire que c'est pas la place des artistes de parler politique, alors que fondamentalement l'art qu'ils créent est politique. Alors encore une fois, il faut faire la différence entre politique et partisan. Mais Wim Wenders, juste son dernier film, Perfect Days, bordel, c'est politique. C'est quand même l'histoire d'un homme, d'un salarié qui nettoie les toilettes à Tokyo, qui a une vie un peu compliquée, que ce soit émotionnelle, sociale, économique, à cause de sa situation aussi. Donc c'est fondamentalement politique. Et lui, tous ses films, d'ailleurs il y a des interviews qui sortent de lui où il disait que les films étaient politiques au-delà d'être que du divertissement. Lui, c'est quelqu'un qui a fait des films politiques toute sa carrière. Mine de rien, Paris, Texas, c'est politique, qu'on veuille ou pas, c'est politique. Il y a quelque chose de très intéressant par rapport à ça, par rapport à l'Amérique. Donc c'est hypocrite venant de sa part, mais surtout les gens sont assez énervés parce qu'il y a eu énormément de moments où il y avait Zelensky.
à la Berlinale. Il y a 3 ans, en 2023, il y avait Zelensky qui a ouvert la Berlinale. Il a ouvert le festival de cinéma. Donc, parler de la Palestine, c'est pas bien. Parler donc de l'Ukraine, c'est ok. Parce que c'est très allemand comme comportement. En Allemagne, ils soutiennent à mort Israël. Hein, et c'est limite ok en soi si le gouvernement soutient Israël. Bon, c'est le gouvernement. Mais là, qu'un festival artistique, culturel, fondamentalement politique, qui va présenter des films politiques. Je veux dire, la personne qui a parlé après Wim Wenders était la productrice de la zone d'intérêt, bordel. Il y a un moment, tu fais la zone d'intérêt, c'est pas politique. Le réal de la zone d'intérêt a littéralement dit que son film parlait de Gaza aussi, quoi. Donc il y a un moment, je trouve ça tellement déprimant, tellement triste, cette dépolitisation de l'art dans un festival de cinéma où le but, c'est quand même de parler aussi politique et divertissement. Les deux sont liés et c'est pas grave, c'est juste une chose, ok, peu importe le bord politique. Des auteurs ont quitté le festival, comme Arundhati Roy, qui est une autrice très connue, qui a donc décidé de partir du festival. Il y a plein d'autres auteurs qui l'ont fait. Il y a des acteurs comme Neil Patrick Harris qui se dit apolitique. Il veut faire du cinéma apolitique. Bon, monsieur, c'était pas du tout apolitique quand t'allais faire littéralement la promotion d'Israël et de la Gay Pride là-bas. C'est ressorti récemment. Il en parlait avec beaucoup de ferveur et de plaisir. Et il a le droit, hein, je veux dire, c'est ok hein, de célébrer la Gay Pride en Israël. Moi, j'ai aucun problème. Mais il y a un moment, ta vie et les politiques aussi, tu fais la promotion de choses politiques, tu joues dans des films politiques, Gone Girl, c'est politique. C'est juste ça qui m'énerve. C'est cette pression que se mettent eux-mêmes les acteurs en disant qu'on est apolitique pour faire plaisir à tout le monde. Alors que tu peux juste dire c'est politique sans prendre parti. En fait, c'est aussi simple que ça. Tu peux dire c'est politique sans être partisan. Je trouve que c'est un peu le bordel. Le festival a dû se prononcer en disant que les auteurs ne sont pas obligés à se prononcer. Et c'est vrai, ils sont pas obligés à se prononcer. Il n'y a aucun problème, encore une fois. Hein. Mais en même temps que le festival ne disait pas aux gens de ne pas se prononcer. Donc en fait, c'est chacun qui décide de se prononcer ou pas. Mais venant du président du festival, un festival fondamentalement politique, qui a souvent parlé de politique, d'un mec qui a souvent parlé de politique, c'est trop triste, quoi. C'est trop triste, cette apolitisation de la société qui ne sert qu'un seul parti, malheureusement, et vous savez lequel. Donc moi, ça m'a un peu déprimé. Pourtant, j'adore Wim Wenders, j'adore tous les films qu'il a fait, que j'ai vus de lui, et j'adore les festivals de cinéma. C'est trop cool qu'il y en ait, que ça partage l'amour du cinéma et tout. Mais là, évidemment, c'est voilà, cellule de crise à la Berlinale, c'est le bordel, tout le monde est un peu déçu, et c'est compréhensible en réalité. Bref, je voulais en parler parce que la polémique est réelle. The Mist, vous aimez tous ce film, moi je trouve qu'il est moyen, soyons un petit peu honnêtes, mais c'est Mike Flanagan, donc monsieur Haunting of Hill House, monsieur Carrie cet été, monsieur Exorcist l'année prochaine, qui va donc adapter cette histoire de Stephen King au cinéma. Ça sera l'œuvre qu'il va faire après donc The Exorcist, et en vrai, je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que The Mist, c'est pas très bien. Alors il y a des trucs cool de Mist, comme la fin qui est iconique, et des moments très sympas dans The Mist, mais globalement je trouve que c'est un film qui est peut-être à refaire, une nouvelle adaptation plus correcte, avec une meilleure qualité, et je fais confiance à Mike Flanagan qui a quand même adapté la suite à Shining, qui était d'après moi très bien. Je pense que ça peut être bien, et je suis content. Moi je pense aussi que les films moyens, c'est ok de les remaker. Même les bons films en réalité, si tu as une approche par rapport au bouquin ou autre qui est nouvelle, qui est intéressante, c'est ok de remaker. Je pense qu'un remake à The Mist, c'est une très bonne chose, à voir ce que ça va donner, mais j'aime bien Mike Flanagan et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. La Mommy 4 s'est confirmée à une date de sortie avec les acteurs Rachel Weisz, Brendan Fraser qui seront de retour. Ce sera pour mai 2028 et ça sera en effet confirmé aussi par les réalisateurs de Scream 5. Bon, les réals me font un petit peu peur, mais si les acteurs sont de retour, s'il y a une vraie envie de faire un legacy sequel de qualité, pourquoi pas ? Parce que mis à part la Mommy 1 qui était bien, la suite compliquée, donc pourquoi pas un 4ème film qui pourrait rattraper un peu tout ça. Jason Momoa va jouer dans Helldivers, c'est confirmé. Je n'ai pas encore fait le jeu vidéo, mais je trouve que Jason Momoa c'est un acteur qui s'amuse, qui fait des trucs sympathiques, qui va prendre son chèque, et je pense que Helldivers va être sympathique. Alors encore une fois, Helldivers c'est déjà une parodie de Starship Troopers, donc comment tu parodies une parodie, ça va être intéressant, et j'espère que ça va être bien fait, et pas juste une sorte de Starship Troopers littéralement au cinéma, parce que bon, c'est vrai que ça manque de Starship Troopers, mais ça a déjà été fait de manière assez efficace, à voir ce que ça va donner, mais je suis curieux de voir ça aussi, et je me ferai le jeu avant la sortie du film. Le tournage devrait bientôt commencer, la sortie est toujours prévue pour l'année prochaine. Doug Liman, le réalisateur de plein d'œuvres que vous aimez, hein, je ne vais pas toutes les citer ici, va utiliser de l'IA pour son prochain film, Killing Satoshi. Il a dit qu'en gros, il va régler les performances des acteurs avec de l'IA pour Killing Satoshi, et en même temps, tout sera fait en studio, un studio 100% IA. Alors là, je sais même pas quoi dire. Donc ce serait un film fait de manière fake par IA tout le long, avec des acteurs qui seront vrais, genre Pete Davidson, Casey Affleck, dont les performances vont être changées par IA, et le studio sera fait en IA. Voilà, il n'y a rien en extérieur d'après lui, tout en studio IA, c'est ce qu'il a dit. Bon, je sais même pas quoi dire. Bon, faudra s'habituer à ça, hein, c'est triste. J'ai pas vraiment envie de voir ce film. Doug Liman, c'est assez approximatif. Des fois, il fait des trucs que j'aime bien, des fois pas du tout. Mais ça me déprime un petit peu, quoi. Des studios full IA, avec des acteurs qui seront changés par IA aussi.
je sais pas, il faudra genre un avertissement au début du film, un truc pour dire que tout est fake entre guillemets, tout est refait par IA avec une machine. Je sais pas comment gérer ça. Je suis pas dans la réglementation. Je sais pas. On verra quand le film sortira. Teenage Sex and Death at Camp Miasma, c'est le nouveau film de Jane Schoenbrunn qui a cartonné l'année dernière ou il y a 2 ans déjà avec I Saw the TV Glow. C'est un film d'horreur où apparemment la réalisatrice d'un film d'horreur à l'époque tombe un peu amoureuse / devient la stalkeuse de l'actrice qui était dans ce film. Ça sera avec Gillian Anderson, Anna Einbinder. Donc pourquoi pas, il n'y a pas vraiment eu de bande-annonce pour l'instant, mais ça devrait sortir cette année et ça a l'air pas mal du tout. Jason Statham va jouer son propre rôle dans un film d'action qui s'appelle Jason Statham Stole My Bike, réalisé par David Leitch, qui a fait donc de Fall Guy récemment, Bullet Train. Donc c'est un mec qui a du succès. Et Jason Statham va donc avoir une sorte de rôle un peu méta, à voir ce que ça va donner. Ça peut être rigolo, j'aime bien ce genre de choses en général. On verra quand il sortira, normalement en 27, fin 27, j'imagine le tournage devrait bientôt commencer. Daniel Kaluuya va revenir au cinéma en live action dans un film qui s'appelle Hotel par le réal de Together, Michael Chang. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir aimé Together, ce n'est pas mon cas, mais en tout cas c'est cool de revoir littéralement Kaluuya de retour. Apparemment il était dans une secte, c'est pour ça qu'il n'a pas trop fait de film, mais il bosse maintenant sur un retour en termes de scénariste pour le spin-off Spider-Verse. Vous savez, il a un rôle dedans, et maintenant donc en tant qu'acteur c'est très bien, très cool, parce que c'est un super acteur, oscarisé pour rappel, qui n'a pas fait grand chose depuis son Oscar, et ça c'est un petit peu triste. Dead by Daylight, le film est en préparation. Encore une fois, c'est le genre de film où je me dis ok, Helldivers c'est l'équivalent de Starship Troopers, Dead by Daylight c'est l'équivalent d'un slasher classique. Oui, il y a un univers visiblement derrière, mais c'est pas juste un slasher de plus. Après, vous allez me dire, il y a tellement de slashers que pourquoi pas. Mais pour les fans de Dead by Daylight, le scénario est en cours d'écriture. Le film devrait normalement sortir l'année prochaine si tout se passe bien. Nous avons Roger Avery qui va donc revenir faire du cinéma. C'est un scénariste pour Pulp Fiction, par exemple, un grand ami de Quentin Tarantino qui a eu beaucoup de problèmes parce qu'il a tué quelqu'un en étant alcoolisé au volant. Il a fait de la prison pour ça et il revient. Mais personne ne voulait financer ses films jusqu'au moment où il a décidé de créer une boîte par IA. Vu que sa boîte sera par IA et donc des films par IA aussi, il y a plein d'investissements qui sont venus dans cette boîte. Il va préparer donc 3 films par IA. Voilà, sinon il n'avait pas le droit d'avoir de l'argent, mais vu qu'il y a beaucoup de boîtes de tech qui veulent faire des films par IA, il en profite et il finance donc 3 films avec des boîtes qui ont envie de mettre en avant le côté IA aussi. Voilà, c'est triste pour l'industrie, mais donc ce scénariste, qu'on l'aime ou pas, va refaire 3 films normalement, qu'il va normalement aussi réaliser. Sean Baker va aussi faire son prochain film. Apparemment, ça sera une comédie référence aux comédies sexe des années 60-70 italiennes. Je sais que beaucoup de gens ont dit que c'est un mec qui fait que du cul, il fait que du sexe et tout. Oui, bah c'est son truc, voilà, c'est comme ça. Il parle beaucoup des travailleurs du sexe, c'est son métier, c'est son délire. Donc il va faire ça aussi. J'adore son prochain film car moi j'ai aimé tous ses films, donc je suis chaud. Même si le sujet peut énerver des gens, moi j'aime bien ce qu'il fait, donc pourquoi pas. John Woo et Nicolas Cage, c'est bel et bien prévu. Le tournage du film Gambino aura lieu cet été. À voir, parce que le John Woo n'est plus le même qu'il y a 20 ans, 30 ans, mais on peut lui faire confiance de temps en temps, à voir ce que ça va donner, mais le tournage va bel et bien se faire. Nicolas Cage va jouer un mafieux dans ce film. Apple confirme que la saison 3 de Severance va tourner cet été pour une sortie 2027. On va encore une fois attendre 3 ans pour une saison de Severance, ou un petit peu moins, 2 ans et demi, c'est comme ça. C'est le game, c'est un petit peu triste, mais apparemment 4 saisons seraient prévues et potentiellement une 5e car Apple a racheté les droits. Ils n'avaient pas l'intégralité des droits. Là, ils ont racheté tous les droits pour 70 millions. Donc c'est vraiment, ça appartient à Apple. Ils veulent faire au moins 4 saisons. Greyhound, le film avec Tom Hanks, aura le droit officiellement à une suite. Le tournage va bientôt commencer. Pour ceux que ça intéresse, moi, ça m'intéresse pas du tout. Mais voilà, au moins, je vous le partage. Le casting de Atreus dans la série God of War a été confirmé. C'est Callum Vinson qui va le jouer. Pourquoi pas? C'est marrant parce que j'ai pas vu autant de buzz contrairement au casting de Kratos, ce qui est normal, mais quand même, Atreus, c'est genre le 2e personnage le plus important de l'univers, de la série, et c'est bel et bien cet acteur-là qui va le jouer. Il a juste joué dans une série Chucky et quelques petits trucs, mais pourquoi pas, ça sera peut-être sa grosse série, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, le problème de l'œuvre Spider Noir, c'est assez intéressant parce que c'est une œuvre que les gens attendent beaucoup. C'est la première série live-action Spider-Man de l'histoire. Ça sera sur Amazon Prime. C'est donc en lien avec Sony, évidemment. Ça reprend le rôle iconique de Nicolas Cage dans le film Into the Spider-Verse, où il jouait déjà Spider-Noir. Et là, il va reprendre le rôle en live-action. La bande-annonce a été diffusée. Et pourquoi est-ce que ça m'embête un petit peu? Il y aura 8 épisodes qui vont sortir tous en binge-watching le 27 mai. Donc, vous pouvez déjà noter la date et regardez bien cette image. Vous voyez, c'est en noir et blanc. Spider Noir sera diffusé en noir et blanc. Il y a une bande-annonce qui est diffusée en noir et blanc aussi. Mais ils sortent aussi une version couleur. Regardez la différence. Vous voyez la version couleur. Bon, elle reste quand même très sombre, mais regardez les images. Là, c'est une version couleur aussi. Et le problème, c'est qu'ils sortent une version couleur. Pourquoi? Car ils pensent que les gens ne vont pas aimer la version noir et blanc.
Mais quand vous regardez un peu l'éclairage, quand vous regardez un peu les images, regardez cette image en noir et blanc. Désolé pour ceux qui écoutent en podcast, mais il faut que je vous compare les deux images. Regardez l'éclairage, comment il est fait. Il est fait pour du noir et blanc. Tu n'éclaires pas une série live action couleur comme ça. C'est fait pour du noir et blanc, ça se voit. Le chef-op, c'est le mec qui a bossé sur Twin Peaks épisode 8. Apparemment, je n'ai pas encore vu Twin Peaks, mais la saison 3. Regardez l'éclairage, vous voyez que c'est bien du noir et blanc, le relief est fait pour du noir et blanc. Quand vous regardez la version couleur, c'est bizarre. Il y a un truc qui cloche. Et la lumière, elle est bizarre, c'est pas comme ça que tu éclaires du live action en général, ça se voit. Et cette image, elle est encore plus flagrante avec Nicolas Cage, parce que c'est quoi cette lumière en haut et sur les côtés? Ça, c'est pour donner du relief en noir et blanc. Les œuvres en noir et blanc, elles sont éclairées pour du noir et blanc. La version couleur n'a pas de sens. Et c'est dommage qu'ils sortent une version couleur pour les gens qui n'aiment pas le noir et blanc, parce que c'est un truc marketing évidemment, mais je vous jure, juste avec la bande-annonce et les images, c'est fait pour du noir et blanc, quoi. Tous les reliefs, tout est fait pour du noir et blanc. Ne passez pas à côté de cette série en noir et blanc. Au pire, vous regardez les deux versions. Moi, je regarderai en noir et blanc, c'est sûr à 100%, mais c'est dommage parce que je pense que la majorité des gens vont regarder en couleur, et ou même si c'est pas moche, hein, je dis pas, c'est un style, tu vois, il y a un truc par rapport à la couleur, il y a quelque chose, je pense que c'est dommage de passer à côté d'une série à haut budget en 8 épisodes qui est faite pour le noir et blanc, quoi. Parce que franchement, en noir et blanc, ça a de la gueule. Vous regardez la bande-annonce, ça a l'air vachement bien. Vous comparez la version couleur. Je dis pas que la version couleur est moche, mais ça se voit que c'est pas fait pour. Et il faut respecter la vision de l'auteur qui est le noir et blanc, visiblement. Donc si vous regardez cette série, s'il vous plaît, essayez en noir et blanc. Ça a l'air tellement mieux. Tentez, je pense que ça peut vous régaler aussi. Et si vous aimez pas, à la limite, essayez en couleur. Mais tentez, je veux dire, c'est du noir et blanc, ça va. C'est pas un truc vieillot et tout. En plus, c'est censé être un peu vieillot aussi dans l'esthétique, dans l'ambiance. C'est les années 50, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a un truc à faire. Mettez-vous à fond dessus. Je pense que ça peut être vraiment divertissant en noir et blanc. J'en parlerai évidemment quand ça sortira. Mais voilà, noir et blanc, s'il vous plaît. Pensez déjà noir et blanc, Spider Noir, préparez-vous mentalement. Parce que sinon, vous allez passer à côté d'une œuvre qui sera intéressante, même si encore une fois, en couleur, c'est pas dégueulasse quoi, mais c'est pas fait pour, on le voit déjà. Good Omens, saison 3, c'est confirmé, la saison sortira le 13 mai, il y aura un épisode de 90 minutes, voilà, ça sera un épisode en mode un peu téléfilm pour conclure Good Omens. Normalement, il y avait une troisième saison qui était confirmée avec une vraie troisième saison, mais vous savez, Neil Gaiman, le créateur et scénariste de l'œuvre de base, Good Omens, il y a eu plein d'accusations au cul, d'agression, de viol et tout, donc il s'est vraiment mis de côté. Amazon l'a mis de côté aussi. Il y aura juste un épisode de conclusion pour finir donc cette série. C'est un peu dommage, moi je commençais à bien aimer Good Omens, mais au moins il y aura une vraie conclusion à l'œuvre et ça c'est déjà pas mal. Quentin Tarantino était présent quasiment tout le temps pour le tournage donc de son film The Adventures of Cliff Booth, le film de David Fincher. Il était présent. Donc ça sera peut-être une sorte de film scénarisé, réalisé, peut-être un peu co-réalisé par Quentin Tarantino, à voir. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient contents par rapport à ça, sauf que c'est un peu le cas à Hollywood. Contrairement à la France où les scénaristes ils vendent leur script et ils sont quasiment pas présents pour le tournage, quasiment j'ai dit, hein, il y a des exceptions où les gens sont présents sur le tournage. Aux États-Unis, un scénariste il est souvent présent sur le tournage pour réécrire, pour s'adapter un peu aux conditions de tournage et des choses comme ça, pour avoir son avis sur l'œuvre. Donc le fait que Tarantino soit présent lors du tournage n'est pas choquant pour Hollywood, ça serait choquant pour la France entre guillemets. Donc c'est intéressant de voir qu'il va vraiment chapeauter ce projet de manière personnelle, parce qu'il aurait pu donner le script à Fincher, lui faire confiance et puis basta. Donc il y aura peut-être une confrontation des deux idées. Et moi, Fincher, il est au max quand il y a deux idées qui se confrontent. Genre sa vision du monde et aussi la vision du monde du scénariste. Le meilleur exemple, c'est Social Network avec Aaron Sorkin. Donc en fait, le fait que Tarantino et Fincher aient été sur le plateau au même moment, ça me donne un peu envie. Je me dis peut-être il y a un truc. Sauf si Tarantino n'en a rien à foutre. Ça, j'en sais rien. Peut-être il est juste venu voir et puis basta. Même si la bande-annonce m'a pas vraiment donné envie. Maintenant, je suis un peu curieux du résultat final, à voir ce que ça va donner cet été, normalement. Sun Help est un énorme carton, il n'y a eu que 1% de baisse aux États-Unis, donc le bouche à oreille est excellent. C'est déjà 73 millions au box-office pour un budget de 40 millions. Il va sûrement arrêter sa carrière à 110, 120 millions, ce qui serait un beau succès, parce que c'est pas un film qui a eu énormément de marketing, c'est pas un film qui a coûté cher, 40 millions pour ce genre de projet, c'est très cool. Donc un beau résultat pour Sam Raimi, et si le bouche à oreille continue d'être aussi positif et aussi bon, il peut même aller au-delà. Rappelez-vous, hein, La femme de ménage, ça a cartonné au bouche à oreille, mais ça a vraiment fait un très bon score au fur et à mesure. La critique est disponible depuis la semaine dernière, donc allez la voir et surtout allez voir le film qui est vraiment bien. Nous avons une confirmation que le film de Martin McDonagh, donc qui a fait, vous savez, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, qui a fait Bon baiser de Bruges et des choses comme ça, va sortir en novembre, en tout cas aux États-Unis, donc peut-être chez nous début année 2027. J'ai mis cette photo parce qu'en fait, Martin McDonagh, il est marié à Phoebe Waller-Bridge et je trouve ça assez rigolo parce que leurs cinémas sont très complémentaires et je trouve ça fun, tout simplement. Il a fait aussi Banshees of Inisherin récemment, donc c'est un mec que moi j'aime beaucoup. Pour le coup, j'ai hâte de voir son film qui s'appelle Wild Horse 9 en fin d'année ou début d'année prochaine, ça peut être intéressant. D'après Warner, la série Harry Potter sera le plus gros événement streaming
streaming de l'histoire. Je pense qu'il a un petit peu raison. Je pense que Warner, ils ont un truc là qui sera majeur. Je pense que ce sera un événement planétaire. Ils vont mettre une machine marketing colossale derrière le projet. Donc je leur fais un peu confiance quand il s'agit de événements streaming. Alors il y a Stranger Things qui était en compétition, mais Stranger Things c'était le plus gros événement streaming ever. Et je pense vraiment que la série Harry Potter, si elle est bien, même s'il y a des gens qui n'ont pas envie de la voir parce qu'Harry Potter, parce que J.K. Rowling, je pense vraiment que ce sera un événement planétaire. Ça, c'est rare aujourd'hui. La dernière série, c'est Game of Thrones, Stranger Things, mais surtout Game of Thrones, disons les choses. Mais je pense qu'Harry Potter peut vraiment raviver cette flamme de l'anticipation, cette flamme où tout le monde va parler de la série Harry Potter. Les gens seront peut-être un peu réticents au début, mais si elle est bien, si elle est vraiment cool, s'il y a vraiment un talent derrière et tout, je pense que les gens vont changer d'avis et ils vont vraiment se mettre dessus. Donc ouais, moi j'y crois pour le coup. Je pense que ça sera un énorme succès. Hurlevent commence vraiment bien au box-office, 82 millions au box-office international pour 80 millions de budget, donc c'est déjà pas mal. Pour le coup, il sera clairement rentable, il va faire de l'argent à la Warner. Maintenant, avoir le bouche à oreille. Est-ce que les gens vont aimer, pas aimer? C'était le week-end de Saint-Valentin, du coup, c'était un peu fait pour ça. Je pense que, mis à part les polémiques, les gens sont assez appréciatifs du film, mine de rien. Enfin, ça dépend, parce qu'il y a eu tellement de review bombing et tout. Faudra un peu attendre le grand public qui n'est pas forcément sur les plateformes genre Letterboxd pour avoir leur avis, entre guillemets. À voir, c'est le box-office qui va un petit peu décider. Mais je suis curieux de voir s'il va bien marcher. En tout cas, il sera rentable et il sera bénéfique, c'est une évidence. Pour parler un petit peu jeux vidéo, il y avait donc le PlayStation State of Play qui a annoncé beaucoup de choses, dont un God of War Trilogy Remake avec l'acteur original Carson de Kratos de l'époque. Et moi, je ne comprends pas, parce que moi, God of War, je les ai fait quand j'étais jeune sur PS2. J'avais jamais fait le 3, mais du coup, j'ai acheté une PS5 pour me faire la version remastered des 3. Et je vous jure, enfin, le 1, 2... ils ont super bien vieilli, quoi. Ils ont vraiment un niveau de gameplay qui est efficace, qui marche très bien aujourd'hui. En termes de graphisme, oui, c'est un peu vieilli, mais je vous jure, en termes de gameplay, c'est nickel, quoi. Enfin, il sort aujourd'hui, en termes de gameplay, c'est top. Oui, graphisme, il faut peut-être changer, d'accord. Le 3, il a pas du tout vieilli en termes de graphisme. Ça remet une claque limite aujourd'hui, alors qu'il date de 2010. Le remaster a fait un super travail dessus. Donc, le seul intérêt d'une trilogie God of War, comme ça, remake, serait pour moi de prendre le gameplay de 2018. S'ils reprennent le gameplay de maintenant et ils le mettent dans la trilogie Grèce antique, pourquoi pas? Mais s'ils refont le même jeu avec juste des graphismes améliorés et un peu de modification de gameplay, je trouve ça un petit peu nul. Mais s'ils changent tout pour faire un nouveau gameplay, là je suis un petit peu chaud. Là je me dis ok, si c'est un nouveau truc, why not? Maintenant, le développement vient de commencer. Donc ça c'est un jeu qui sortira pas sur PS5, c'est sûr. Ça sera un jeu de PS6 et ça sera, ou peut-être aller cross-platform à la limite, mais ça sera pour 2030 quoi. 2029, 2030, c'est pas du tout pour tout de suite. Donc attendez 4-5 ans minimum. En tout cas c'est confirmé et ça dépend. S'ils changent le gameplay, moi je suis chaud. Sinon, les anciens jeux, je vous jure, ils ont super bien vieilli, quoi. C'est comme le remake de Dead Space. Le Dead Space de base, il est nickel. Apparemment, le remake est très bien, hein, mais juste, il n'y a aucun intérêt, quoi. Là, pareil, si je me remets des nouveaux graphismes et tout, bon, à voir ce que ça va donner. J'attends de voir un peu du gameplay avant de me prononcer. Ils ont aussi sorti un jeu en 2D, God of War Sons of Sparta. Bon, j'y jouerai pas. Ça n'a pas l'air intéressant. Ça me donne pas du tout envie. On dirait un jeu mobile plus qu'autre chose. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça m'intéresse pas du tout. Une nouvelle bande-annonce pour Resident Evil Requiem, et je pense que je me le ferai. J'ai eu la chance d'avoir une clé pour faire le jeu, mais je pense que je le ferai voilà, en direct sur Twitch dès que l'embargo Twitch saute. Je le ferai avec vous, je découvrirai le jeu avec vous. Ça me donne envie, je pense que je vais m'y mettre. Même si j'ai pas fait les autres Resident Evil sauf le 5, je pense que je vais prendre 2 jours et je vais poncer le jeu, enfin une critique. Donc voilà, ça normalement sur Twitch et sur la chaîne secondaire YouTube, il y aura un gameplay de moi qui découvre cette licence. Ça me chauffe, je pense sur les bandes annonces, le côté Léon, et je sais pas comment elle s'appelle la nouvelle pour le coup, j'ai pas joué à Resident Evil 4, enfin j'ai beaucoup joué au jeu mais j'ai jamais fini à l'époque, c'était quoi sur PS2 aussi Resident Evil 4, enfin ça date, ou PS3 je sais même plus. Bref, Resident Evil ça me chauffe pas mal et je pense que je le ferai sur Twitch. J'ai aussi besoin d'un peu de 2 jours de pause parce que là je charbonne niveau travail, je pars bientôt aux vacances et je prépare plein de vidéos pour les vacances, mais là j'ai besoin de 2 jours un peu relax, où je peux me faire kiffer sur un jeu vidéo, un peu chill, enfin chill. Normalement, j'espère avoir un petit peu peur aussi, comme j'ai eu peur sur Silent Hill 2 Remake récemment. En tout cas, voilà, ça je le ferai, il n'y a aucun problème. On en parlera aussi en critique parce que ça me chauffe des masses. Ensuite, on a Star Wars Galactic Racer qui a montré une nouvelle bande-annonce. Et j'avoue que ça me chauffe aussi, quoi. Parce que moi, je suis nostalgique de l'époque Pod Racing, vous savez, sur PS2 aussi, je crois, un truc comme ça. En tout cas, j'y jouais sur PC, moi. Ça a l'air trop bien, honnêtement, ça a l'air trop bien. Burnout, des courses comme ça dans plein d'univers différents à la Star Wars. Moi, ça me chauffe. Je pense que j'y jouerai pas genre 10 heures, hein, mais genre 5 heures juste pour le truc un peu nostalgique. Moi, je suis grave chaud. Vu que j'ai découvert Silent Hill pour une fois, il y a aussi la bande-annonce de Silent Hill Townfall. J'avoue que le gameplay m'a pas vraiment donné envie. Ça a l'air assez ok. Sans plus, j'attendais des critiques. J'attends aussi les remakes, genre de Silent Hill 1 remake ou ce genre de choses. J'ai envie de découvrir la saga Silent Hill. Ça m'a plu. Je sais qu'il y a les gens qui vont me dire, les fans, hein, qu'il faut faire les originaux et tout. Mais je vais pas les faire, les originaux. Donc je sais que je vais pas les faire. Le gameplay m'attire pas des masses. Ça a mal vieilli, entre guillemets.
je vais pas le faire. Mais si c'est des remakes, pourquoi pas. Là, Silent Hill Townfall, ça me chauffe pas des masses, mais j'attendrai les critiques pour voir ça. On a aussi un jeu d'horreur, Directive 8020. C'est un jeu d'horreur cosmique. Je parlais de Dead Space, mais on dirait vraiment une vibe Dead Space, mais en mode jeu narratif à la Until Dawn. Et vu l'ambiance, vu l'univers, ça me chauffe. Ça sort le 12 mai. Je pense que j'essaierai. Ça n'a pas l'air très long. Je pense que 10 heures de jeu et c'est plié. Ça m'intéresse en tout cas et je pense que j'y jouerai. John Wick a été annoncé officiellement. Alors, annoncé, on savait déjà qu'il y avait un jeu de John Wick qui était prévu. Il y a un jeu Saw qui est prévu aussi. Je l'avais dit il y a quelques semaines. Mais John Wick, ça fait un moment que c'est prévu. Et donc, on a la bande-annonce. On sait que c'est en troisième personne. Donc, pourquoi pas. On sait que ça sera avant tous les films en termes d'histoire et de lore. On sait que Keanu Reeves va reprendre le rôle et va faire la voix. Et on sait que Chad Stahelski, le réalisateur des films, était consultant sur le projet. Maintenant, on a vu un peu de gameplay, mais sans voir du gameplay. On a vu des trucs in-engine qui sont du gameplay, mais j'ai envie de voir comment ça joue. Est-ce que c'est un jeu un peu à la Sifu? Est-ce que c'est un jeu plus à la Uncharted? J'ai envie de voir ça. Je suis très curieux. J'espère qu'il sera bien, parce que moi, John Wick, j'aime bien. Pas de date de sortie pour l'instant. Nous avons Highguard, bah oui, c'est terminé malheureusement. Le jeu n'a pas plu à cette personne. Malheureusement, quasiment tout le monde s'est fait virer du studio. C'est triste parce que c'est des gens qui ont quitté un studio pour créer le leur et faire un jeu de ouf. Mais bon, les Game Awards ont un peu trop surhypé, je trouve, le projet. Et je pense sincèrement que ça a fait énormément de déçus. Personne n'y joue, free to play ou pas. C'est un nouveau Concorde, malheureusement. Et c'est toujours triste pour des développeurs comme ça qui ont envie d'avoir un peu leur liberté. Mais le marché du live service, très compliqué, même gratuit. J'ai hâte de voir le marathon de Bungie, ce que ça va donner. Je pense que j'essaierai qu'il sort là en mars, si je dis pas de bêtises, ou en mai. En tout cas, ça a l'air déjà un peu une patte Bungie plus efficace. C'est Ark Raiders qui cartonne en ce moment, à juste titre. Moi, j'ai joué 3 heures Ark Raiders, j'ai trouvé ça très bien et addictif. J'ai pas eu le temps d'y rejouer, mais je comprends pourquoi les gens aiment Ark Raiders. Nugenix est sorti, donc c'est le créateur qui a fait donc Super Meat Boy, qui a fait Binding of Isaac, qui a sorti une sorte de roguelike tactique, et il a été rentable après 3 heures. Il a super bien vendu, il a fait un pic à quoi 80 000 joueurs sur Steam, donc énorme succès. Le mec est trop content, et bah tant mieux. Les gens indépendants qui cartonnent comme ça, c'est trop chouette. Les sorties de la semaine, cette semaine on a eu l'épisode 5 de Night of the Seven Kingdoms qui est sorti, mais l'épisode 6, c'est le dernier de la saison, sortira ce dimanche, en tout cas de la nuit de dimanche à lundi. Comme d'habitude, il y aura ma critique à ce moment-là. Nous avons Marty Suprême, ma critique arrivera demain, j'ai déjà vu le film. Iron Lung, je pense que j'en ferai une critique aussi. Il y a des séances exceptionnelles ce jeudi et vendredi un peu partout en France. Si vous voulez voir le film, c'est 2h10, ça me fait un petit peu peur, mais j'irai le voir, et si j'ai des trucs à dire, j'en ferai une critique évidemment. Et nous avons le mystérieux regard du flamant rose qui m'intrigue aussi. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord? Pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à votre prochain voyage et comment vous allez accéder à Internet. Grâce à Seili, vous allez avoir accès à Internet facilement, et cela dans plus de 200 pays. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé, avec le code promo REDGE qui vous donne 15% de réduction. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast. Et j'ai aussi un compte Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.